J'en ai ravi de vous avoir encore une fois pour la suite de la journée du cloud, la fête du cloud. Euh, donc, je suis heureux d'avoir Abdoulaye Cissé aujourd'hui qui va parler de la donnée au succès, maximiser votre potentiel avec le cloud. Ça sera une très 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 belle session. J'espère que vous prenez du plaisir jusque-là. Euh, donc quelques informations. Donc vous avez dans la section chat et Q&A la possibilité à tout moment de poser vos questions et Abdoulaye se fera le plaisir de répondre à la fin de la session. Et à la fin de la session, je vous posterai également un lien de survey. Vous prenez juste une minute pour me donner votre feedback sur ce que vous avez aimé, ce que vous pensez qu'on peut améliorer. Donc c'est super important pour Abdoulaye, pour les organisateurs et pour la journée du cloud aussi. Et je vous passerai également un lien, un Slack où vous pouvez rejoindre la communauté la journée du cloud et continuer votre networking et votre learning au sujet du cloud qui a un magnifique potentiel pour l'Afrique. Abdoulaye, si tu es prêt, je te passe la parole et bonne session à tous et à toutes. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur cette session qui porte sur le sujet suivant, de la donnée au succès, maximiser votre potentiel avec le cloud. J'espère que la présentation sera à la hauteur de ce titre. Donc moi, c'est Abdoulaye Sissé, je suis lead data engineer à Bantu Data Mission. Bantu est une entreprise qui évolue dans le domaine de la donnée, principalement le big data, l'analyse de données, tout ce qui est modèle d'intelligence artificielle. Aussi, on évolue dans le domaine de l'ERP, avec la mise en place de pas mal d'outils autour de l'ERP Odoo et du développement, du DevOps. Il y a pas mal de domaines sur lesquels on évolue. Vous pouvez voir tout ça sur le site web de Bantu. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer la présentation. Tout d'abord, on va commencer avec l'agenda, qui va un peu nous donner une idée de comment va se dérouler la présentation. Donc, en premier lieu, je vais vous parler de l'importance des données dans le monde actuel et aussi parler de la stratégie de données. Après, on va finir pour la première partie sur les défis de la gestion de données sur site. Ensuite, vous introduire et vous parler du cloud computing et les avantages qu'on a avec le cloud computing. Donc, je vous rassure, la présentation, elle sera pas totalement théorique. Il y aura une démo à la fin et sur cette démo, je vais essayer un peu de revoir les concepts dont j'ai parlé lors de la présentation, histoire de fixer tout ça. Voilà, donc importance des données. Dans un premier lieu, c'est quoi la donnée? Avant de parler de l'importance des données elles-mêmes. Donc la donnée fait référence à des faits ou des observations, des mesures ou des descriptions sous forme brute ou non traitée. Donc la donnée, elle peut se présenter sous diverses formes, sous forme de nombres, de textes, d'images, de vidéos ou d'enregistrements sonores, etc. Donc c'est comme si quand j'ai un capteur, par exemple, qui capte la température, ce capteur me remonte la température, par exemple 32 degrés, là j'ai de la donnée. Maintenant, quand je contextualise cette donnée-là, pour dire que voilà, la journée d'aujourd'hui, il fait 32 degrés, il fait 32 degrés, il fait chaud. Donc là, j'ai appliqué un contexte à la donnée et là, j'obtiens ce qu'on appelle j'obtiens une information. Voilà. Donc, quand c'est sous sa forme brute, qu'il soit sous forme texte, audio, vidéo, donc là, c'est de la donnée. Mais dès que c'est contextualisé, on obtient en quelque sorte de l'information. Quand c'est agrégé, on obtient de l'information. Maintenant, c'est quoi l'importance de la donnée dans le monde actuel? Déjà, c'est très important pour la prise de décision. Voilà, donc supposons que je suis par exemple une entreprise de télécommunication et je veux prendre des décisions. Par exemple, je veux créer un nouveau forfait et j'ai pas envie de taper poteau. Comme le disent nos frères ivoiriens. Taper poteau, c'est quand tu organises un concert, tu es là-bas avec le DJ, tout le monde est là, mais personne ne vient. Personne n'a envie de mettre en place un forfait ou que personne ne va utiliser. Donc pour ce faire, tu reposes sur la donnée. Les données que tu as des utilisateurs, les habitudes qu'ils ont, ce qu'ils ont l'habitude de faire et tout. Comme par exemple, si c'est un forfait sur
pour les jeunes, par exemple ceux qui ils se connectent tardivement, par exemple ça c'est des patterns que tu vas constater avec les données que tu as. En fonction de ça, tu peux créer un forfait pour les jeunes, un forfait qui va fonctionner de la nuit, peut-être de minuit vers 3 heures, etc. Identification aussi d'opportunités. Et des fois, la plupart du temps, c'est des opportunités insoupçonnées. Voilà. Donc, en étudiant la donnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu détectes des patterns. Et sur ces patterns-là, tu as des opportunités et tu peux les exploiter afin de mettre en place de nouveaux forfaits ou pour une banque, afin de mettre en place de nouveaux mécanismes de prêt, etc. C'est un levier très puissant pour tout ce qui est détection d'opportunités et prise de décision éclairée. Donc, une compréhension approfondie du client. C'est très important. Dans n'importe quel business, le client, il est roi. Quel que soit le fois, tu dois donner la priorité au client. Maintenant, pour servir du mieux possible le client, il te faut une compréhension de ce client-là. Et pour ce faire, bon, tu peux, pour ce faire, la meilleure façon, c'est d'utiliser les données que tu as de ce client-là au niveau de ton système d'information. Donc, soit tu as des applications, tu as des CRM, tu as les données que tu récoltes via les réseaux sociaux, tu as les données qui sont remontées par les clients lorsqu'ils appellent le service client pour remonter des soucis. Et toutes ces données-là vont te permettre en quelque sorte de mieux comprendre le client, mieux comprendre les problèmes qu'il a et apporter une solution sur mesure pour ce client-là. Toujours dans l'importance des données et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Par exemple, j'ai un business, je dois faire de la livraison. Je me rends compte que je suis dans plusieurs régions, Dakar, Thiès, etc. Mais par exemple, durant les périodes de fête, je me rends compte que le service de livraison à Dakar, il est dépassé. Mais par contre, celui de Thiès n'est pas si saturé que ça. Donc, rien qu'en regardant les données, en voyant les données du service de livraison, je suis capable de dire que bon, Dakar, là, il y a vraiment un souci. Thiès, c'est tranquille. Donc, je peux rapatrier une partie de l'équipe vers Dakar pour qu'ils soutiennent mon équipe qui est déployée sur place. Et là, tu as une amélioration de l'efficacité opérationnelle via une décision que tu as prise grâce en étudiant les données. Il y a l'anticipation des tendances. Effectivement, c'est comme cette période de fête de Tabaski. Il y a pas mal de monde qui vont vouloir se procurer un gros mouton. Donc, pour ça, aller à la banque, tirer de l'argent ou faire bon, pire des cas, faire des prêts, ce que je ne vous conseille pas trop. Voilà. Donc, pour les banques, il y a une tendance qui va se produire. C'est qu'il y aura un rush au niveau des banques. Donc, ils vont se préparer davantage, avoir beaucoup plus de cash au niveau de leur gap, au niveau des banques elles-mêmes, au niveau des différents services, et de ce fait, satisfaire les différents clients. Et ça va permettre d'établir une certaine confiance déjà entre le client et la banque, et ça ne peut que être bénéfique pour la banque. Voilà. Donc, l'innovation et la différenciation. Toujours dans l'étude de la donnée, si tu veux innover, si tu veux faire la différence, il faut une bonne compréhension de la situation, une bonne compréhension des besoins, une bonne compréhension du client. Donc, quand tu as cette bonne compréhension-là, à partir de là, l'innovation devient quelque chose de beaucoup plus facile pour toi. Par exemple, si tu veux innover en créant un nouveau forfait, si tu veux innover en créant un nouveau service, tout ce que tu veux faire, tu peux te baser sur la donnée afin de voir des patterns, de voir des comportements, de voir des demandes ou des possibilités de nouveaux services insoupçonnés. Voilà, toujours dans l'importance des données, les KPI. Donc, pour toute entreprise, les KPI sont vraiment les KPI sont très importants pour savoir déjà mesurer les performances et les objectifs de l'entreprise. Est-ce que je suis conforme par rapport aux objectifs que je me suis fixés? Si tel n'est pas le cas, être capable de le suivre en temps réel, si ce n'est pas possible, de façon journalière, de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle, trimestrielle, etc. Donc ces KPI-là, ces tableaux de bord-là, ils vont en quelque sorte se plugger au niveau des données qui sont stockées au niveau du système d'information, au niveau des CRM, etc., de toutes ces applications qui agrègent de la donnée, mettre mes KPI et voir est-ce que je suis performant, est-ce que actuellement je match avec les objectifs que je me suis fixés. Aussi la gestion de risque basée sur la donnée. Donc, gérer aussi tout ce qui est risque, prise de risque, voir est-ce que le risque que je prends, est-ce qu'il n'est pas trop important par rapport à l'évolution de la situation. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce à la donnée. Voilà. Maintenant, stratégie donnée. Donc là, on va d'abord commencer par un peu définir c'est quoi la stratégie donnée. Déjà, tout ce que je viens de dire là, tous ces avantages, toutes ces possibilités avec la donnée, pour l'implémenter au niveau d'une entreprise, mais il te faut une stratégie.
Donc, dans la vie même de tous les jours, même si ce n'est pas la donnée, il te faut une stratégie dans tout ce que tu fais. Voilà. Maintenant, cette stratégie-là, elle va en quelque sorte définir comment la donnée sera collectée, comment la donnée sera stockée, comment elle sera traitée, comment elle sera analysée, la gouvernance qui va s'appliquer au niveau de cette donnée. Donc, quand je dis gouvernance, bon, ça c'est tout ce qui a accès à quoi, qui peut accéder à quoi, qui, est-ce que les données sont chiffrées, quel chiffrement, au repos, en transit, toute cette sécurité qui va tourner autour de la donnée, tout ça, c'est géré à ce niveau-là. Et aussi, il y a la partie analyse, bien sûr, l'analyse descriptive qui donne l'état actuel de la situation et l'analyse aussi prédictive qui va un peu nous dire ce qui va se passer d'ici quelques mois ou quelques années grâce à des modèles de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Donc, cette stratégie-là, elle doit être mise en place par l'entreprise qui veut tirer profit de ces données, définir tous ces process-là, comment ça va se passer, la gouvernance, le management, l'analyse de données, descriptive comme euh, en mode de prédiction, et définir aussi une culture autour de la donnée. Par exemple, le service marketing, bon, s'ils veulent faire une promotion ou bien s'ils veulent aller sur le terrain, ils consultent d'abord la donnée, vérifier est-ce que, voilà, ce qu'on veut faire, est-ce que ça match avec les besoins, est-ce que ça match avec la demande, est-ce que ça match avec les patterns d'utilisation de nos différents services. Et sur cette base-là, définir une campagne marketing, voir comment on va aborder la campagne marketing, les villes qu'on va sillonner, etc., etc. Donc, il y a toute cette discussion-là, cette culture à mettre en place au sein de l'entreprise afin de mettre la donnée au cœur des décisions, au cœur du business, au cœur de tout, en quelque sorte. Maintenant, le défi qu'on rencontre lors de la gestion des données sur site. Donc, gestion des données sur site, c'est lorsque j'ai mon data center, une salle serveur dans mes locaux et je me mets à gérer mes données sur place. Donc, l'un des défis qu'on peut rencontrer, c'est la limitation de capacité. Voilà. Donc, au début, peut-être tout est OK. On a des serveurs qui arrivent à bien gérer la situation. On n'est pas dépassé, mais au fur et à mesure, avec la demande qui s'accroît, à un moment, c'est sûr qu'on commence à alterner entre les différents services, certains services qui veulent faire des études, il n'y a pas assez soit de CPU, soit il n'y a pas assez de GPU. Par exemple, si tu veux mettre en place certains modèles de deep learning qui nécessitent du GPU, tu as du GPU, mais pas assez pour, en plus de tes usages réguliers, donner une partie aux data scientists de ton entreprise pour qu'ils mettent en place leur modèle. Donc, ils sont obligés d'attendre, tu es obligé d'alterner les utilisations, tout ça. Donc ça, c'est un problème typique qu'on peut rencontrer lorsqu'on gère les données sur site. Donc la complexité de la gestion de l'infrastructure. Voilà. Donc un data center, c'est pas quelque chose d'assez simple à gérer. Il y a beaucoup de profils qui vont intervenir. Déjà la mise en place de ce data center là, il te faut déjà des serveurs. Donc déjà pour la mise en place de ces serveurs, il y a des benchmarks à faire. Donc choisir quels sont les serveurs qu'on va utiliser, la capacité, il y a tout ça, des estimations qu'il faut faire. Sur cette base, quand les serveurs sont là, qui va l'installer, le local où ils seront installés, la climatisation, la sécurité physique, la sécurité logicielle, toutes les licences à installer. Il y a pas mal de choses à faire et c'est pas mal de profils qui le font. Au Sénégal, je ne sais pas s'il y a des profils de la sorte, mais même s'il y en a, ils ne sont pas nombreux et en plus de ça, c'est sûr qu'ils vont coûter cher. Donc il y a toute cette complexité-là qui vient en quelque sorte lors de la mise en place d'une infrastructure. Donc c'est pas comme acheter des chips à la boutique, c'est légèrement plus compliqué. Voilà, donc il y a le coût élevé, donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, le coût des machines, le coût du local, la sécurité, la redondance. Oui, parce que le data center, tu vas pas le brancher juste à l'électricité fournie par la Sénélec. Et dès qu'il y a une coupure, tout le data center est out. Donc en quelque sorte, il faut diversifier l'approvisionnement énergétique du data center, peut-être avoir des groupes électrogènes, un truc solaire, bon, même si c'est pas fiable, la nuit, le solaire, là, c'est pas trop ça. Avoir aussi d'autres moyens, avoir une très bonne connexion Internet et tout ça, la maintenance, tout ça a un coût. La rigidité et le manque de flexibilité. Tu mets en place ton data center, il y a de nouveaux, par exemple, modèles de CPU, de nouveaux modèles de GPU qui sont disponibles, comme dernièrement, les gars de Ryzen, là, ceux qui ont les les nouvelles cartes GPU qu'ils ont mis en place, si tu veux les intégrer, c'est pas quelque chose que tu vas faire en un claquement de doigts. Donc, ça va prendre un certain temps. Il faudra faire une certaine étude avant de pouvoir les intégrer.
Voilà, donc ce qui fait qu'il y a une certaine rigidité et un manque de flexibilité du côté de la gestion des données sur site. Et la partie la plus importante, c'est la gestion des backups, des sauvegardes et la reprise après sinistre. Tu ne peux pas avoir un data center, prendre toutes tes données qui sont dans le data center, les répliques dans ce même data center. Quand le data center brûle, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est comme une banque, tu as tes données, je sais pas moi, dans un data center donné, tu mets tes répliques là-bas et il y a un problème. Tu perds toutes tes données. Mais qu'est-ce que tu vas dire au client? Donc, quelqu'un comme moi, je mets mes économies dans mon compte bancaire, je mets mon petit, je sais pas moi, 300 000 d'économies, je pars au Gap, je me connecte, 0 franc. Comment la banque va gérer cette situation-là? Donc, ce qui fait que c'est un problème, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut, bon, pas compliqué, mais dans le principe, il faut que les réplicas des données soient dans des zones géographiquement séparées. Par exemple, j'ai un data center à Dakar. Une réplique peut être, je sais pas moi, Thiès ou Tambacounda ou je ne sais pas. Ou une autre réplique peut être ailleurs, même hors du pays. Donc, à chaque fois, il faut penser de la pire des façons. Il faut vraiment être pessimiste, surtout en matière de sauvegarde, de reprise après sinistre. Et donc, avoir nos réplicas qui sont éparpillés un peu partout à travers le monde. Là, donc, pour clôturer, la sécurité et la conformité. Donc, la sécurité, faudra gérer la sécurité physique, la sécurité logicielle, les systèmes d'exploitation. Si vous utilisez des outils, par exemple, si c'est des outils payants, par contre, c'est sûr qu'une partie de la sécurité sera déléguée au provider, à celui qui fournit le service, par exemple, qui va un peu vous fournir des patchs, etc. Et tout ce qui est système d'exploitation aussi, il y aura les patchs. Il faudra aussi gérer tout ça. Et aussi la sécurité, tout ce qui est pare-feu, tout ce qui est pare-feu applicatif. Il y a tous ces points-là qu'il faudra bien sûr gérer. Et il y a des profils spécifiques dédiés à ça. Donc il faudra retrouver et prendre des consultants qui feront le job nécessaire. Maintenant, le cloud computing. C'est quoi le cloud computing déjà? Donc le cloud computing, c'est tout ce que je viens de dire là, c'est l'inverse. Donc t'as pas de salle serveur. Voilà. Tu es là avec ta machine. Tu as ta machine, une connexion Internet. Et à travers Internet, tu arrives à accéder à tes serveurs qui sont quelque part aux États-Unis, en France, Paris, Irlande, je sais pas. Il y a pas mal de possibilités. Et tu peux accéder à tes machines. Donc, tu as tout ton infra qui est disponible via Internet. Tu peux faire du stockage des bases de données, tu peux faire pas mal de choses sur le cloud. Voilà. Donc, c'est quoi les avantages de la gestion des données dans le cloud? Donc, on a un peu l'évolutivité, la flexibilité et la ressource à la demande, ce qui est très important. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, je monte un business, je dimensionne mon business, voilà, j'ai besoin de peut-être, je sais pas, pour gérer mes données, bon, si j'ai ma salle serveur actuelle fera l'affaire. Demain, quand mon business évolue, de façon très rapide, j'ai des clients à travers le monde. Mais il faudra que, si je suis sur site, il faudra que je scale, faudra que j'augmente l'échelle de ma salle serveur pour accueillir de nouvelles machines. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc cette évolutivité-là et cette flexibilité-là, et surtout ces ressources à la demande, comme l'a fait de Tabaski, il y aura un rush au niveau des banques. Les banques qui sont soit qui ont des soucis techniques parce qu'il y a beaucoup de demandes à la fois. Donc, le cloud computing, là-bas, tant que tu as ta carte bancaire qui est là, donc ils vont te provisionner des ressources et ton application va scaler en fonction de la demande. Donc, si d'habitude, il te fallait juste 5 machines pour faire tourner ton appli, avec le rush, il t'en faut 10, tu auras tes 10 machines immédiatement. Et après le rush, il faut que tu retournes à une utilisation normale, c'est-à-dire 5 machines. Tu downscale et tu as tes 5 machines qui sont là. Donc, tu es content, tes clients sont contents et ça ne peut qu'être bénéfique pour toi. Voilà. Donc, il y a la réduction des coûts. Effectivement, avec ce que je viens de dire, les ressources à la demande. Tu n'es pas obligé de payer des serveurs qui seront là, quel que soit Alpha qui sont branchés, quel que soit Alpha, il y a la salle qui est là, il y a la sécurité, il y a pas mal de choses à gérer. Donc, il y a une réduction des coûts et l'utilisation match en quelque sorte en fonction des besoins que tu as. Donc, il y a la sécurité et la fiabilité. Les cloud providers, quoi que l'on puisse dire, recrutent les meilleurs profils du monde. Voilà, pas les meilleurs profils du Sénégal, mais du monde. Voilà, sortis des meilleures universités, sortis des
c'est le top du top, qui sera là pour gérer la sécurité. Donc, des doctorants, des chercheurs spécialisés dans juste tout ce qui est cloud et sécurité et qui vont tout faire pour garantir la sécurité de l'infrastructure. Donc, tu auras aussi des recommandations qui seront fournies, des documentations qui vont t'aider à des best practices qu'il faudra que tu suives, hein, quel que soit le fois, pour bien assurer la sécurité de ton infra. Une autre partie qui sera prise en charge, bien sûr, par le cloud provider lui-même. Toujours dans l'avantage de la gestion des données dans le cloud, il y a aussi la collaboration et l'accessibilité. Donc, parmi tous les services, tout est fait de telle sorte que pour faciliter la collaboration entre nous et les différents employés qui peuvent être dispersés à travers le monde. Donc, tout est fait pour faciliter cette expérience de collaboration et d'accessibilité. Il y a l'innovation qui est accélérée. Donc, aujourd'hui, tu veux mettre en place un modèle qui va nécessiter pas mal de GPU pour, je sais pas moi, faire du wall of text-to-speech ou un chatbot, etc. Mais rapidement, tu viens, tu demandes tu demandes au cloud provider les différentes ressources dont tu as besoin pour mettre en place ce modèle-là de machine learning. Des fois, il y aura même des services, bon, ça, je vais revenir là-dessus, sur la partie suivante de ma présentation. Donc, des services de machine learning ou de deep learning qui vont te permettre facilement de mettre en place ton modèle, puiser les données que tu as dans ton data lake, dans ton data warehouse ou dans tes bases de données, mettre en place ce modèle le plus rapidement possible et le mettre à disposition. Donc, la maintenance qui est simplifiée ou même quasi inexistante. Donc, surtout quand c'est un service manager, c'est vu qu'on va pas se mettre à gérer tout ce qui est infra, tout ce qui est machine, tout ça, c'est pas à notre niveau, c'est géré par le cloud provider. La seule chose qu'on aura à maintenir, c'est si on a du code là-dessus, c'est ce code-là, faudra bien sûr le maintenir et le faire évoluer et le suivre. Voilà. Et l'écosystème d'outils et de services. Voilà, c'est tout un écosystème. C'est comme l'écosystème d'Apple. Tu viens, tu payes un iPhone, après tu te retrouves à payer le MacBook pour avoir une bonne interaction entre le téléphone et l'ordinateur. Après, tu payes les écouteurs. Et à la fin, tu te retrouves à payer tous les services d'Apple en quelque sorte. Donc, c'est le même esprit d'écosystème. Il est implémenté au niveau des différents cloud providers. Donc, au début, tu peux venir, oui, bon, j'ai juste besoin d'une base de données et de quelques machines pour faire tourner mon application. Bon, après, je veux étudier mes données. Donc, à partir de là, on te dit, bon, viens, il y a un data lake qui est là. Et facilement, tu peux récupérer tes données et les mettre dans ce data lake-là. Après, tu viens, oui, j'ai besoin d'un entrepôt. À partir de là, tu peux facilement récupérer tes données dans le data lake, les injecter, les transformer, les injecter dans l'entrepôt. Ainsi de suite, tu veux visualiser mes données, ils ont des outils. Donc, il y a cette interconnexion-là et tout un écosystème qui est mis à disposition. Maintenant, les composantes clés de l'écosystème cloud pour la gestion des données. Donc, quel que soit, bon, là, pour le reste de la présentation, je ne parle pas d'un cloud provider spécifique, mais quel que soit le cloud provider que vous utilisez, vous verrez des services de la sorte. Donc, des services de base de données relationnels, non SQL, whatever. Quel que soit votre besoin, vous verrez des bases de données pour manager, qui seront gérées pour vous, tout ce qui est backup, réplica, tout ça sera bien géré par le cloud provider. Donc, à vous de voir en fonction de votre appli. Vous avez besoin d'une base relationnelle, du MySQL, du Postgres ou quelque chose de non-SQL comme du MongoDB ou une base tout simplement fournie spécifiquement par le cloud provider. Vous pouvez y aller et mettre en place et l'utiliser pour votre application. Data Lake, ouais, tous les cloud providers vont vous proposer des solutions en même temps de mettre en place un data lake. Donc, le data lake va en quelque sorte vous permettre de stocker les données brutes. Vous avez des données qui viennent, vous ne savez pas quoi en faire, vous les stockez dans le data lake. Et le jour où vous avez un use case en tête, bon, est-ce que je vais pas commencer à étudier les données de mes clients? Ben, les données sont dans le data lake. À partir de là, vous partez les récupérer, vous faites les traitements nécessaires et vous les exploitez, soit pour du machine learning, du deep learning, de l'analyse de données. D'ailleurs, notre TP, la démo portera sur ça. Et les services d'intégration de données qui vont permettre de faire bouger les données de part et d'autre. Donc, vous avez des données depuis votre base de données, vous bougez ça dans le data lake, il y aura des services d'intégration de données pour le data lake vers l'entrepôt, quel que soit le mouvement, il y aura des services d'intégration de données pour. Donc, il n'y en aura pas qu'un seul, il y en aura plusieurs.
Donc, ces services-là, en fonction de votre besoin, vous verrez le service adéquat pour. Si vous voulez faire du temps réel, par exemple, il y aura des services pour effectuer des traitements en temps réel. Si vous voulez effectuer des traitements en mode différé, en mode batch, il y aura aussi des services spécialisés pour ce type de traitement. Si c'est vraiment une large volumétrie de données, il y aura aussi des services spécialisés pour ce traitement-là. Donc, quel que soit le cloud provider, vous verrez des services d'intégration de données mis en place, graphiques, avec du code, manager. Si vous voulez vous prendre la tête, n'hésitez pas à créer une machine et à mettre, je sais pas, déployer un service vous-même. Bon, ce que je vous conseille pas. Donc, mieux vous privilégier les services managés. Voilà. Donc, une autre composante clé, c'est l'entrepôt de données. Donc, l'entrepôt qui va permettre de stocker les données de façon format de table, des données structurées. Et sur cette base-là, cet entrepôt pourra alimenter tous les outils de business intelligence, notamment Power BI, Tableau, Amazon QuickSight, whatever. Google Studio, tous ces outils-là pourront puiser leurs données au niveau de l'entrepôt qui sera mis à votre disposition. Vous avez aussi des services d'analyse de données qui vont permettre en quelque sorte d'analyser vos données. Donc, voir les différentes patterns dont je parlais tout à l'heure, l'utilisation, mettre en place vos KPI et tous ces services-là pourront se connecter à l'ensemble des sources de données, bases de données, entrepôts, data lake, tout ça, pour vous fournir des tableaux de bord afin d'avoir une meilleure compréhension de votre business. Voilà. Donc, il y a aussi les services d'apprentissage automatique. Donc, ce sont ces services qui vont vous permettre en quelque sorte de mettre en place des modèles de machine learning, de deep learning. Donc, comme sur Amazon, on a SageMaker qui va en quelque sorte permettre de mettre en place des modèles de machine learning, deep learning, etc. Et aussi, c'est des services managés qui vont faciliter tout ce que je viens de dire. Donc, la récupération, le nettoyage, tout ça, ça sera vraiment simplifié avec ces services-là. Last but not least, la sécurité et la conformité qui sera intégrée à l'intégralité des services dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, vous aurez la sécurité partout. Voilà, la gouvernance de vos données, qui peut accéder à quoi, même si tu as accès à une table, est-ce que tu as accès à toutes les tables, est-ce qu'il ne faut pas masquer certaines colonnes, tous ces mécanismes-là, vous pourrez les implémenter. Est-ce qu'il faut chiffrer les données au repos? Si oui, quel type de chiffrement? On laisse Amazon peut-être gérer la clé? Non, si c'est pas le cas, je veux gérer ma clé, ok, tu pourras gérer tes clés, quel que soit Alpha, quel que soit le mécanisme que vous voulez implémenter pour sécuriser vos données. Donc les cloud providers vont proposer des outils qui seront intégrés aux différents services et qui vous permettront de suivre au détail près qui a accès à quoi dans votre entreprise. Et même derrière, il y aura tous les services de log qui vont permettre de suivre, par exemple, le trajet, quelqu'un, ce qu'il a fait lorsqu'il s'est connecté à son compte AWS, dans les services qu'il a utilisés, qu'est-ce qu'il a fait comme requête. Donc, il y a pas mal de ces logs qui nous permettront de descendre le plus bas possible pour avoir une vision globale de tout ce qui se passe au niveau de mon compte. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer à la démo. J'espère que j'ai pas débordé. Ouais, je pense qu'on est dans les temps. Non, ça va, on est dans les temps. Ouais, tranquille. Ok, nice. Ok, donc pour la démo, j'ai pris quelques données d'un site e-commerce qui s'appelle Olist. Ils sont basés au Brésil. Donc ils ont partagé ces données-là sur Kaggle. Donc Olist, hein, c'est comme Jumia. Donc ils font du e-commerce en ligne. Tu peux aller commander des choses sur le site et tu te fais livrer. Voilà, donc c'est sur ces données-là que j'ai fait la partie pratique. Donc ce qui va principalement m'intéresser dans cette partie pratique-là, c'est étudier le service de livraison. Donc voir les performances du service de livraison. Est-ce que ils font est-ce qu'ils font un bon travail ou bien est-ce qu'il faut revoir tout ce qu'ils font là et analyser toute cette histoire-là, voir ce que ça a donné. Voilà. Donc, les données que j'ai récupérées de Kaggle, je vais les stocker dans S3, dans un bucket. Donc, S3 ici qui permet en quelque sorte de stocker tout type de données sur AWS.
Donc j'ai des images, des vidéos, tout donné, tout type de données structurées, non structurées, possible de créer un bucket d'Insta et de l'enregistrer à ce niveau. Maintenant, à partir de là, j'ai utilisé AWS Glue, qui est une solution d'intégration de données que je vais vous présenter lors de la démo, rentrer un peu dans les principales fonctionnalités de AWS Glue. Donc ici, AWS Glue, je vais l'utiliser pour traiter les données de livraison. Donc, voir est-ce que les clients sont livrés à temps, voir quel est le délai qui s'écoule entre, le délai moyen qui s'écoule entre le moment où le client fait sa commande et le moment où il reçoit sa commande. Donc, analyser ça, voir, le maximum de temps attendu, le minimum, etc. Maintenant, après, pour finir, j'ai utilisé Athena, qui va en quelque sorte permettre de regarder un peu les données qui seront retournées par Glue après traitement. Donc, sans plus tarder, j'ai passé à mon environnement sur AWS. Donc là, j'ai créé un bucket que j'ai nommé e-commerce Demo Data. Et à l'intérieur, j'ai deux dossiers. Un premier qui s'appelle Raw. Donc, c'est les données brutes que j'ai récupérées depuis Kaggle, que j'ai mis ici. Donc, ensemble, on va parcourir ces données-là et voir un peu ce que c'est. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai allé au list Customer Dataset. Donc ça, c'est les données des utilisateurs, les géolocalisations des différents points, les lignes contenues dans une commande, les paiements de la commande, les retours effectués par les clients sur une commande. Et ça, ce sont les commandes elles-mêmes. Donc, nous, ce qui va plus nous intéresser ici, ce sont les informations du client suivies des commandes. Parce qu'on veut suivre quand le client a effectué sa commande, quand il l'a reçu, et le client, il est dans quelle ville. Donc, on va faire cette étude-là par ville et on va analyser ensemble le résultat pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais vous présenter un peu Glue. Donc Glue, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un service d'intégration de données qui donne la possibilité de mettre en place, comme vous pouvez le voir ici, hein, des pipelines de traitement de données de façon graphique, aussi bien de façon sous forme de script. Donc ça va dépendre de ce que l'on veut faire. Si ce que l'on veut faire avec la version graphique, on peut pas le faire, on peut switcher sur du code. Mais derrière, tout ce qu'on fait au niveau de la partie graphique, derrière, il génère du code. Comme vous pouvez le voir ici, hein, on va générer sur du Spark, du PySpark ici. Donc, on a le choix entre PySpark et Scala. Et toutes les actions qu'on effectue de notre côté, on peut les effectuer ils génèrent directement du code. À partir du moment où la façon de l'approche graphique ne nous permet pas de régler ce qu'on veut, le souci qu'on veut, ou bien ce qu'on veut implémenter, on n'arrive pas à le faire avec l'interface graphique. On peut tout simplement switcher sur le code. Voilà. Donc, hormis ça, sur Glue, on a ce qu'on appelle le data catalog. En quelque sorte, c'est le catalogue de données. Bon, faut le voir un peu comme Hive Metastore. Il va en quelque sorte contenir tout ce qui est métadonnées provenant des différents services d'AWS. Ça peut être des métadonnées d'une table qui est stockée dans une base relationnelle managée. Ça peut être des métadonnées provenant d'un entrepôt de données qui est sur Redshift. Ça peut être des métadonnées provenant du data lake sur S3. En quelque sorte, quelle que soit la donnée, avec le catalogue, on peut stocker nos métadonnées à ce niveau. Et l'avantage de stocker ces données au niveau du catalogue, c'est tout simplement on peut les utiliser dans n'importe quel service. Par exemple, aujourd'hui, quand je mets mes métadonnées au niveau les métadonnées de ma table sur d'une base de données relationnelle au niveau de Glue, donc je fais ce qu'on appelle un crawl. Je vais crawler. Le crawler va en quelque sorte aller récupérer les métadonnées de la table, par exemple le nom de la table, les différents champs qui sont dessus et les types de ces champs-là. Donc, quand on va les stocker, à partir de là, je peux utiliser un pipeline sur Glue pour requêter directement sur cette table-là. Même chose, quand j'enregistre les données, quand les métadonnées d'un répertoire sur S3, je peux aussi utiliser Athena ou tout simplement Glue, EMR, pas mal de choses pour requêter là-dessus. Voilà. Donc, le catalogue va en quelque sorte centraliser toutes les métadonnées de notre environnement. Et l'objectif, c'est d'avoir un référentiel unique sur lequel on peut pointer pour trouver toutes les métadonnées de notre environnement. Voilà. Et ensuite, bon, ça c'est la connexion, ça c'est pour établir des connexions. Donc c'est plus les connexions aux bases de données. On peut créer des connexions et
les enregistrer à ce niveau et ces connexions seront utilisées sur nos différents pipelines pour nous connecter. Par exemple, si j'ai une base de données MySQL, je peux venir ici, créer une connexion sur cette base de données MySQL et quand je crée mon pipeline, je vais utiliser juste cette connexion-là. Donc, c'est une fonction assez pratique, surtout quand on a plusieurs pipelines qui utilisent une même connexion. Un jour, quand les infos de connexion changent, on peut venir les changer à ce niveau. Voilà, donc il y a aussi une partie très importante qui est tout simplement l'orchestration. Donc, c'est un workflow. Par exemple, si je récupère les données, les données brutes depuis mes applications, je les mets dans mon data lake. Ensuite, je fais des transformations de ces données pour les injecter dans un entrepôt. Il y a une orchestration qui doit être mise en place. Les pipelines de transformation, ils ne doivent pas s'exécuter avant les pipelines d'ingestion. Donc, on commence d'abord par exécuter les pipelines d'ingestion. Et après que tout ce soit bien déroulé, c'est à partir de là qu'on exécute les pipelines de transformation. Donc, pour mettre en place cette orchestration-là, c'est là que va intervenir Glue Workflow. Donc, tu vas définir en quelque sorte les différentes étapes. Donc, il va d'abord commencer par l'ingestion. Et quand il finit, si tout se passe bien, on peut mettre des conditions. Si tout est OK, à partir de là, tu déclenches la transformation. Voilà, donc c'est très intéressant pour tout ce qui est orchestration et gestion du pipeline. Donc là, je reviens je reviens un peu sur mon job, donc celui-là. Voilà, donc si je passe sur les détails, voilà, tout ce qui est important ici. Par exemple, ça c'est le nombre de workers. Donc le job que je vais exécuter, c'est du Spark derrière. Il y aura combien de workers au niveau du job? Il y aura un ou deux, non, il y aura deux, trois, quatre, cinq workers. Le minimum c'est deux. Donc j'ai mis un minimum de deux. Donc les workers, c'est le nombre de machines derrière seront utilisées pour l'exécution du job. Donc pour les jobs, les workers aussi, on peut choisir le type de worker. On a des G1X, on a aussi des G2X qui sont beaucoup plus qui ont beaucoup plus de puissance. Par exemple, les G1X, c'est du 4 CPU, 16 Go de RAM, alors que les G2X, c'est du 8 CPU avec 32 Go de RAM. Donc, on peut en choisir autant qu'on veut. Une fonctionnalité assez intéressante, c'est par exemple de ne pas choisir le nombre de workers. C'est juste de dire automatically scale the number of workers. C'est-à-dire, le job, il va automatiquement augmenter le nombre de workers en fonction du besoin. Par exemple, tu peux lui dire, bon, tu scales automatiquement le nombre de workers, mais par contre, tu te limites à 10 workers. Tu ne dépasses pas 10 workers. Donc, au début, il va commencer avec ces deux. S'il voit qu'il y a une charge de travail conséquente, il va scaler. Donc, 2, 3, 4, 5. Si ça le fait, il va s'arrêter à 5. Si ça le fait toujours pas, il va scaler. Mais arrivé à 10, il va s'arrêter. Donc, c'est toutes ces configurations-là, on a la main dessus pour les configurer à ce niveau. Bon, juste Glue pour faire l'objet d'un webinaire. Donc, je me limite là. Je vous laisse découvrir le reste. Il y a pas mal de documentation et de tutoriels là-dessus. Donc là, ouais, ce que je devais faire, c'était faire tourner le job et revenir là-dessus. Bon, je vais faire ça. Donc le job là, je vais l'exécuter. Donc l'objectif de ce job, attendez, je zoome un peu. C'est de récupérer les données d'utilisateur et les données de commande. Ensuite, faire les traitements nécessaires et stocker le résultat sur S3. Donc, ici, si vous voyez bien, il y a un répertoire là que j'ai appelé Processed Delivery Data. Donc, on va déposer les données ici. Donc, si je reviens sur S3, je fais un pas en arrière. Voilà, là, j'ai un dossier process qui est vide actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon job. Et pendant que le job s'exécute, je vais un peu expliquer qu'est-ce que je fais à l'intérieur du job. Et après, on ira ensemble voir le résultat. Donc là, je vais faire un run. Donc, on va le laisser tourner. Donc, il y a cette interface-là qui nous permet de voir un peu l'exécution du job, comment ça se déroule, il en est où, etc. Donc, je reviens ici, tranquillement. Je le laisse exécuter. Je ferme ça pour avoir plus d'espace. On vient ici, on va commencer là. Donc là, je récupère les données des utilisateurs. Donc, sur les données des utilisateurs, quand je viens au niveau output, voici les données que j'ai. J'ai le customer ID, c'est l'ID du customer en tant que tel. Customer unique ID, donc son identifiant unique de l'utilisateur. Zip code, donc son code postal, la ville. Donc, pourquoi j'ai récupéré les données de customer? Parce que j'ai besoin de la ville. Si vous vous rappelez bien, j'avais dit que j'allais faire une étude sur les délais de livraison par ville. Donc, voir quels sont les délais de livraison moyenne par ville, quel est le maximum, le minimum, et comparer d'une ville à l'autre, à l'autre, est-ce que le service de livraison est optimal. Donc, on a aussi le state ici, l'état, customer state. Donc, state qui donne l'état du customer en quelque sorte. Donc, ici, j'ai les commandes. Donc, pour les commandes aussi, on peut voir ensemble le schéma.
ce sont les commandes, hein, ce sont commandes effectuées. Donc ça, c'est l'ID de la commande, le customer qui a effectué la commande, le statut de la commande, c'est à quel niveau, est-ce que ça a été validé ou pas, ça a été livré ou pas, etc. Donc ça, c'est l'heure à laquelle il a effectué la commande au niveau de l'interface, l'heure à laquelle il a validé, l'heure à laquelle le service de livraison a récupéré la commande, l'heure à laquelle l'utilisateur a notifié qu'il a été livré et l'heure à laquelle on estime. Par exemple, c'est une estimation de la livraison. Par exemple, tu passes ta commande, tu dis, bon, peut-être dans 10 jours, ou 3 jours, tu vas le recevoir. Donc, c'est cette estimation-là qui est. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est récupérer les commandes. Et quand on les récupère, on va faire une jointure entre les commandes et les customers pour pouvoir récupérer l'adresse, la ville de provenance des différentes commandes. Donc là, c'est juste, je renomme juste les champs pour ne pas avoir des champs qui se... Parce que j'ai déjà un champ Customer ID de côté order. J'ai encore le même champ côté customer. Donc, pour mettre la différence, j'ai préfixé tous les champs avec customer underscore. Voilà. Donc là, je fais la jointure entre les deux flux de données. Donc, je fais une join. Je me base sur cette clé-là de jointure, donc customer ID, qui est égal à customer ID côté order. Et à partir de là, j'ai en sortie, si on voit bien, j'ai un flux de données encore plus riche avec maintenant les infos de commande et les infos de l'utilisateur pour chaque commande. Maintenant, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est que je dois calculer le temps qui s'est écoulé entre la commande et la réception de la commande. Et pour ce faire, j'utilise juste une petite requête SQL avec un datediff qui va permettre en quelque sorte de faire la différence, la soustraction entre l'heure à laquelle l'utilisateur a reçu sa commande et l'heure à laquelle il a passé la commande. Et je fais bien attention de filtrer sur le statut. Donc, c'est plus, l'étude va plus porter sur les commandes qui ont été livrées. Donc, vers status like delivered, pour montrer qu'ils ont été délivrés. Donc, next step, ce sont les agrégations, les différentes agrégations. C'est-à-dire... Abdoulaye, juste, on va bientôt arriver à la fin de la session. On a encore 3 minutes de présentation et on pourra prendre des questions. Ok, d'accord, je pense qu'on est presque bon. Donc là, c'est juste des agrégations, genre la moyenne, compter le nombre de commandes, le maximum, le minimum par ville. Et on fait un groupe by par city, customer city. Donc on groupe par ville. Et on refait sortir la ville, le count, la moyenne, le délai de livraison. Bon, tout ça, on pourra voir ça dans les données affichées dans S3. Donc, je retourne ici pour voir, ok, l'exécution s'est bien déroulée. Donc, là, je reviens sur Athena. Donc, Athena, c'est un service qui permet de requêter sur des données stockées sur S3. Et il va nous permettre en quelque sorte de requêter là-dessus avec du SQL. Donc, Athena, derrière, c'est du Presto. Hein, c'est du Presto. Ils ont utilisé Presto pour le mettre en place. Je ne sais pas si Presto, ça vous dit quelque chose. Mais bon, ce qui va plus nous intéresser ici, c'est j'ai créé, par exemple, j'ai crawlé, c'est le crawler, le catalogue dont je parlais tout à l'heure. Donc, j'ai catalogué en quelque sorte le dossier là, qui est sur S3. Donc, ici, si vous voyez bien, quand j'actualise, voilà. Donc là, j'ai des données qui sont le résultat du traitement de Blue. Donc, ces données-là, ils sont présents au niveau du catalogue, il y a une table qui pointe sur ce répertoire-là. Donc, à partir de là, si je viens, je spécifie comme data source le catalogue. Directement, j'ai les infos. Donc, je peux prendre la base de données au list. Et à l'intérieur, j'ai cette table-là, delivery data, qui n'est que ces données brutes, ces données-là que j'ai obtenues après traitement. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux requêter là-dessus. Et on va un peu analyser les données. Et après, je laisse la place aux questions. Ok, nice. Donc, j'ai juste requêté sur les 100 premières lignes. Donc, je récupère toutes les informations. Mais j'ordonne, par exemple, par order count, c'est le nombre de commandes. Donc, ça va permettre d'avoir les villes qui ont le plus de commandes d'abord et ainsi de suite. Donc, de façon décroissante, il va ordonner par nombre de commandes. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc, rien qu'en voyant les données, on sait que, bon, c'est un site e-commerce qui est basé au Brésil. Donc, on sait que c'est la ville de Sao Paulo, en quelque sorte,
enregistre le plus de commandes sur le set de données qu'ils ont partagé. Donc, il y a 15 000 commandes, 15 045 commandes, pour être plus précis, qui viennent de Sao Paulo. Et là, on a un délai de livraison moyen de 8 jours. 8 jours et quelques. Je pense que ça, je sais pas si c'est acceptable, 8 jours de livraison. On a le minimum pour la ville de Sao Paulo qui est à 1. Donc là, c'est bien. Tu commandes aujourd'hui, le lendemain, on te livre. Mais il y a un maximum qui est à 105. Je pense que c'est catastrophique. Suivi, nous avons Rio de Janeiro. Donc sur Rio de Janeiro, même chose, nous avons 6601 commandes. Une moyenne de livraison de 14 jours. Donc un minimum qui est à 0. Alors, ça, c'est excellent. Quelqu'un passe une commande, en moins d'une journée, tu es livré. Et un maximum qui est à 208 jours. Ça, c'est juste catastrophique. Voilà. 208 jours, c'est comme si tu commandes un téléphone, on te le livre, je sais pas, 3 mois ou 4 mois après. C'est pas très intéressant. Donc voilà. Donc si on va de façon globale, on analyse ces données qu'ils ont mis à disposition. On voit bien que côté moyenne de livraison, on peut faire mieux. Voilà. Donc les chiffres sont rarement en deçà de 6. Les valeurs les plus faibles, c'est 6. Il faut au minimum attendre 6 jours. L'autre truc frappant, c'est que leur business marche mieux à Sao Paulo qu'à Brasilia, la capitale. Donc, tu vois bien, Brasilia, au niveau de la capitale, il y a 2000 commandes. Alors que Sao Paulo, il y en a 15 000. Ça en dit long. Je sais pas qu'est-ce qui se passe côté marketing. C'est plus, ils sont plus basés à Sao Paulo. Ils doivent faire pas mal d'efforts pour plus s'implémenter au niveau de la capitale. Voilà. Donc voici en quelque sorte une petite étude assez simple pour vous montrer juste le potentiel, ce qui est possible de faire avec la donnée, les bons outils de traitement et cet environnement-là en mode serverless. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pour Athéna, j'ai pas pris de machine ou quoi que ce soit d'autre. C'est un service qui s'exécute en mode serverless. Donc derrière, il va faire le nécessaire pour exécuter les différentes requêtes. De même pour Glue, j'ai juste spécifié le nombre de machines et il a fait le nécessaire. Voilà, donc c'est tout ça qui, euh, qui aujourd'hui doit être au cœur de toutes les entreprises. Comment mieux connaître leurs données, les analyser, tirer de la valeur à partir de ces données, grâce à l'analyse anticipée, grâce à l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, et mieux comprendre leurs clients afin de mieux se fournir un service de meilleure qualité. Et c'est primordial dans le monde actuel où l'on est. Voilà. Donc c'était tout pour la présentation. Donc, je vais revenir sur le chat. Merci beaucoup, Abdoulaye Cissé. Superbe présentation, superbe démo. J'ai une question pour toi dans le chat, tu arrives à voir. D'accord. Donc, la première question, pouvez-vous donner des exemples concrets d'entreprises qui ont réussi à maximiser leur potentiel en utilisant des services cloud spécifiques? Ok, je vais commencer par cette question-là. Oui, donc je peux donner un exemple concret. C'est tout simplement ATPS. Je ne sais pas si vous connaissez ATPS. Donc ATPS, avant Bamboo, il n'était pas comme ça. Ta connexion n'est pas bonne, Abdoulaye, on ne t'entend pas bien. Ah, ok, d'accord. Là, c'est bon? Là, c'est bon. C'est bon. Attends, je stoppe ma vidéo, j'arrête la présentation. Je vais minimiser la bande passante. Là, c'est bon? C'est bon. Ah, ok, nice. Voilà, donc, ils ont vu la puissance à la demande qui est capable de s'ajuster. Surtout, bon, je vais pas donner les solutions en tant que telles, mais ils ont vu que, voilà, en fonction du besoin, c'est possible de créer des entrepôts de données qui vont en quelque sorte s'ajuster. Donc, tu as besoin d'une certaine puissance, tu mets ça en place et les équipes pourront les utiliser de façon séparée, tirer de la valeur à partir de la donnée. Ça leur a permis de mieux comprendre leurs données. Par exemple, avoir sur une carte les différents points, ceux qui généralement sont en rupture de solde, et aussi faire le nécessaire pour qu'ils ne soient pas en rupture de solde. Et aussi, ce qui est très important, c'est si tu veux implémenter un nouveau point. Comment savoir sur quelle partie de Dakar je dois implémenter un nouveau point? Donc, généralement, les nouveaux points, c'est
c'est généralement à côté d'un point où il y a pas mal de temps, une rupture de solde. Ça veut dire qu'à ce niveau, il y a une demande qui est présente à ce niveau. Donc à côté, ou 1 kilomètre à côté ou 100 mètres à côté, c'est possible d'implémenter un second point qui va bien fonctionner. En plus de ça, il y a une autre entreprise bon, comme Batimat. Batimat aujourd'hui, toutes leurs données sont rapatriées à Dakar. Donc, ils sont présents dans presque 11 filiales au niveau de Dakar. Et aujourd'hui, ce qui leur permet de tirer profit de leurs données, de voir, de suivre leurs objectifs, les KPI, tout ce que je viens de dire là tout à l'heure, c'est basé un peu sur le cloud. Ils ont une puissance qui est là, qui s'ajuste en fonction de leurs besoins. Il n'y a pas de serveur à gérer. Tu es tranquille, quoi. Tu as juste besoin d'une machine avec une bonne connexion Internet afin de pouvoir comprendre tes données, tirer de la valeur et même promouvoir de nouveaux services. Donc ça, c'est juste quelques exemples que je viens de donner. Mais il y a aussi dans le domaine bancaire ou dans le domaine comme la BCAO, par exemple. Mais bon, ça, c'était pas plus le cloud. Les banques, généralement, ils aiment pas trop. Mais par exemple, des solutions de BI qui leur ont permis, par exemple, de gagner beaucoup plus de temps. Avec des problèmes de latence, avec les solutions qu'on a déployées sur place, ça a vraiment pu les aider. Il y a aussi dans le domaine des chatbots, la mise en place des chatbots, qui n'est pas très simple. Bon, actuellement, c'est simple. Avec ChatGPT, c'est facile de mettre en place un chatbot. Mais avant ChatGPT, c'était pas simple. Il fallait du GPU. Mais c'est pas à la portée de tous. Donc, avec les cloud providers comme AWS et leurs programmes qui accompagnent les startups, on a pu mettre en place pas mal de modèles qui aujourd'hui sont actuellement utilisés par les sociétés de télécom de la place, afin notamment de tirer des informations à partir des cartes d'identité sénégalaises, avoir un modèle de machine learning qui permet de récupérer des informations sur une carte d'identité sénégalaise, de récupérer le nom, le prénom, toutes ces infos avec la photo et tout. Et c'est des services comme ça qu'on a pu mettre en place. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je vois s'il y a Excellent. pas une autre question. Non, non, il y a plus d'autres questions. On doit aller vers la session de closing. Donc, je vous ai collé le lien pour le survey. Donc, merci beaucoup. Prenez 1 minute de votre temps pour nous donner du feedback. C'est vraiment important pour Abdoulaye, pour les organisateurs et nous aider à améliorer ce type d'événement. Donc, je vous ai droppé aussi le lien du Slack channel où vous pouvez rejoindre et continuer à networker. Donc, sur ce, merci beaucoup pour votre participation, Abdoulaye. Bravo pour la présentation. Excellent. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là et bonne soirée à tous. Bonne soirée. À tout à l'heure sur le closing. Ah, ok. Au revoir.